porter son nom. Évidemment, on connaît dans la région un fameux apéritif anisé notamment. Et bien, il y avait aussi ce circuit, Paul Ricard, qui à l'époque était le maire de la ville de Signes et qui avait voulu justement promouvoir la région avec l'aérodrome et la piste de décollage et d'atterrissage. Et donc, ce circuit, Paul Ricard, à côté de moi pour vous commenter dans quelques instants la première course de la Midget Italia avec des concurrents qui prennent la piste, le team manager et pilote aussi à l'occasion de MV2S. Bonjour Amaury Richard. Bonjour à tous, bonjour Thomas. Ravi de vous retrouver, mon cher Amaury, pour commenter ensemble cette course de la Midget Italia. On va faire la grille de départ et vous présenter la grille de départ. Et puis on aura l'occasion, évidemment, d'aborder avec Amaury tout l'intérêt de cette Midget et de cette formule qui existe aujourd'hui en France. Vous étiez peut-être à Nogaro la semaine dernière, d'ailleurs, à l'occasion de la première épreuve du trophée 2 litres France, donc, ou de la Midget France. Il y a la Midget Italie, et puis c'est un nouveau championnat depuis l'an dernier, le Midget Nord-Europe aussi, on en reparlera. Voici la grille de départ. Romain Damiani de l'équipe GT Drive Racing Team, le vice-champion 2023, partira depuis la pole position avec Alberto Nasca à côté de lui. On aura ensuite Davide Gaglianesi et Gabriele Torelli sur la deuxième ligne, Giacomo Pedrini et Nicolas Schileo sur la troisième ligne, Alessandro Ferloni et Giuseppe Florenzi pour la quatrième ligne, Giulio Benzi et Alessandro Girotti sur la ligne 5, sixième ligne pour Gianpaolo Orlandi et Jody Lambrughi. On aura ensuite Xavier Bourlard qui avait été champion de gentleman en Nord-Europe l'an dernier et Francesco Malvestiti sur la septième ligne, huitième ligne pour Thomas Lehn et pour Jesper Bruno Jensen, neuvième ligne pour Alexandre Cremona et pour Simone Monforte, Filippo Tornaggi et Agostino Rossetti sont sur la 10e ligne, 11e ligne Eric Gérard et Ayan Roca, Jean-Marc Bourguino et Michael Makarowski sur la 12e ligne, 13e ligne pour Matteo Milani et Massimo Zanzotera, Nicolo Maddalena et Danilo Medici. On est arrivé décidément. On va refaire ce cours d'italien. Sont en 14e ligne, 15e ligne et dernière pour Luca Ferrario. C'est-à-dire qu'on a donc 29 midgets en piste. Alors Amaury Richard, on peut peut-être rappeler rapidement pour ceux qui nous rejoindraient éventuellement pour la première fois, c'est quoi une midget? Une midget, c'est une voiture très simple, très légère, qui fait 230 chevaux, une voiture qui est vraiment plaisante à rouler. On est vraiment sur les bases du sport auto et on risque d'avoir de belles courses. Mais c'est le sport auto dans son plus simple appareil et c'est très bien parfois. Un châssis tubulaire, carrosserie polyester, moteur Renault 2 litres de cylindrée, 230 chevaux. C'est pas mal déjà pour cette voiture. Au niveau du poids, on reste avec des poids très réduits puisqu'on est aux alentours de 800 kg, c'est pas ça? Ouais, 900 kg avec le pilote à bord. Donc non, c'est une voiture qui est très légère et vraiment plaisante à rouler. Que ce soit des jeunes pilotes ou des gentlemen, tout le monde prend un pied et on va bien voir. Mais avec 29 en piste, Paul Ricard, ciel bleu, on va s'amuser. Et on l'espère effectivement, avec de belles courses. On sait que le phénomène de l'aspiration joue aussi un rôle souvent crucial sur ce type de petites voitures. Et donc en général on a des dépassements et au jeu de l'aspi, ça devrait être un régal effectivement de ce côté-là. Également, palette au volant, changement de vitesse avec palette au volant aussi sur ces voitures. Et vous l'avez dit Amaury, on retrouve à la fois des gentleman drivers qui trouvent dans cette formule une formule très très amusante, tout simplement pour assouvir leur passion des sports mécaniques. Et puis on retrouve pas mal de jeunes pilotes aussi qui font là leur premier pas en circuit, parfois en venant du karting. Alors il y en a pas mal que l'on va découvrir dans le cadre de ce championnat italien, mais on sait qu'en Italie c'est clairement une formule qui a du succès, et on le voit par le nombre de la liste des engagés bien sûr, mais qui a du succès pour les kartmen qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas aller en monoplace et qui peuvent éventuellement passer par la Midget Italia donc pour faire leur premier pas. Romain Damiani sur la numéro 101 de l'équipe GT Drive Racing Team. Il a un nom qui a une consonance italienne, mais il est bien français. Il est bien français, ils sont juste à côté d'ici. Donc Romain Damiani sera donc le poleman, lui qui avait été vice-champion derrière Jérémy Tournissou l'an dernier et qui va repartir. Alors derrière Damiani, on a aussi l'équipe GT Drive Racing finalement. Exactement, ils ont plusieurs activités dont pas mal de stages avec des voitures sportives, mais c'est vrai que l'équipe de course est une belle équipe. Ils ont un beau projet derrière tout ça et ça performe bien, donc bravo.
Allez, on va voir donc Romain Damiani avec Alberto Nasca à côté, la voiture de direction de course qui va s'effacer, bien sûr, la leading car, laisser à Romain Damiani le soin de donner le tempo jusqu'à l'extinction des feux. 21 degrés, c'est écrit sur la passerelle à midi 29 sur ce circuit Paul Ricard. La météo est idéale, littéralement, et on est parti donc pour cette première course. Il y en aura 4 au total, on en reparlera. 4 courses sprint de 20 minutes. Excellent départ de Romain Damiani, Alberto Nasca qui est donc à ses côtés en numéro 54, hein, en rouge, vous le voyez là. Et puis on a également Gabriele Torelli sur le numéro 59 qui a essayé de s'infiltrer devant Davide Gaglianesi. Ils sont côte à côte et ça va passer pour Gabriele Torelli qui prend la 3e position. Et derrière, les marqueurs qui délimitent les limites de la piste ne sont déjà plus là. Thomas Lehn sur le numéro 64 qui est là, qui est l'un des pilotes français dans ce peloton. Il est là au cœur du peloton et est parti pour la bagarre. Attention, ça touche derrière avec un pilote qui a bloqué les roues au freinage dans la descente vers le virage du camp. On a une autre voiture qui est en tête d'accueil, il est mal placé là, et le contact et c'était qui? C'était une voiture, je me demande, c'est pas Gabriele Torelli sur la 59 qui était là-bas. On a la 11 aussi, non, Gabriele Torelli est là, donc c'est pas Gabriele Torelli, mais c'est la même équipe, je pense, Costa Ovest. Alors on a plusieurs voitures engagées par Costa Ovest, c'est l'une des voitures Costa Ovest qui était là-bas. Je pense on va le revoir dans quelques instants. Passage par la chicane. 29 voitures au départ, il y a toujours un petit peu des départs mouvementés, mais tout s'est bien passé les 2 premiers virages. Malheureusement, une petite pirouette et c'est plutôt fatal quand il y a 25. Alors, Amaury, j'avais déjà eu l'occasion de commenter nos amis de la Midget Italia, notamment à Hockenheim l'an dernier. Ils sont chauds. Hein. Ah oui, ils sont un peu chauds. On va le reconnaître de temps à autre. Alors, est-ce que l'on va pouvoir continuer en rythme de course ou est-ce que l'on va... Non, on va neutraliser, voilà, c'est indiqué sur les panneaux lumineux et on s'y attendait évidemment. Safety car, neutralisation donc par la voiture de sécurité. Romain Damiani a conservé l'avantage de sa pole position, il emmène derrière lui Alberto Nasca et puis on va retrouver, je pense, Gabriele Torelli, si j'ai bien vu, qui est passé devant Davide Gaglianesi. A noter que l'on a plusieurs catégories, on va avoir l'occasion de vous en reparler aussi peut-être durant la neutralisation. Voilà, la 111, ce qui compte c'est que le pilote puisse sortir de la voiture et en l'occurrence c'est donc Michael Makarovski qui sort de cette voiture ici, qui roule avec une licence italienne. Il y a eu un contact, il n'est pas content, Michael Makarovski. C'est une voiture de l'équipe One Racing. Exactement, chez One Racing, une équipe qui roule également en Midjet France, managée par Pau Villas, donc il a 2 voitures ce week-end. Pau Villas Jean Cavicius. Exactement, il y a une sur 2 qui ne verra pas le drapeau navire. Pau Villas Jean Cavicius, le Lituanien, qui est vraiment un spécialiste de cette Midjet, qui est un ancien champion d'ailleurs. On va revoir ici, regardez, excellent départ de Romain Damiani. On va encore se tromper une fois ou l'autre à mon avis. C'est Romain Damiani qui est bien en volant ici. Romain Damiani, excellent départ. Il emmène derrière lui Alberto Nasca. Et puis derrière, ça a été chaud. Regardez, entre Gabriele Torelli et Davide Gaglianesi. Et puis Thomas Lehn là, qui est notamment sur l'extérieur. Et c'est après que ça va se compliquer avec un pilote qui a totalement bloqué les roues. Est-ce qu'on reste sur cette image peut-être pour s'en rendre compte? Non, ça se passe derrière. Regardez là, qui bloque et qui vient percuter dans le peloton. Il y en a un autre qui était l'une des voitures Costa Ovest. Et donc, on vient de mieux comprendre, en fait, Michael Makarovski qui vient vraiment percuter l'une des voitures. Alors, c'était qui? C'était peut-être Giulio Benzi sur la numéro 58 qui ne serait pas repassé, hein, c'est ça. Oui, c'est Giulio Benzi, malheureusement, qui a été contraint à l'abandon. Il y a eu ce tête à queue et puis le contact. On a vu la 34 là qui avait été emmenée à l'extérieur également, qui est la voiture de l'équipe Italcar Motorsport engagée pour Francesco Malvestiti. Et ça a touché aussi là-bas derrière, oui, dans le virage de l'hôtel. Avec une voiture du GT Drive également, la 11. Qui est la voiture de Jean-Marc Bourgino. Et l'autre qui était la 83, qui est la voiture de Massimo Zanzotera. Chaud, nos amis italiens. On va aller tout droit là dans l'échappatoire pour laisser travailler les commissaires plus rapidement. Alors,
On a... Est-ce qu'on peut dire que les pneus n'étaient pas tout à fait en température? Amaury, ce sont des pneus qui ne sont pas tout à fait des pneus de course et pas tout à fait des pneus de série non plus sur ces midgets. On peut peut-être en parler. C'est des semi-slick, donc oui, il faut évidemment les mettre en température. Alors c'est moins piégeur que ça peut l'être sur du slick. Ils se mettent plus rapidement dans une plage qui permet de performer. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il faut quand même les chauffer assez pour le tour de chauffe. Ils sont restés en grille. Voilà. Après, je pense que c'est plutôt les pilotes qui ont été un peu chauds sur ce premier départ de la saison. Mais ouais, bon, écoutez, j'espère qu'on va pouvoir, que les pilotes vont bien d'abord, qu'on va pouvoir rapatrier les voitures et repartir pour les 15 minutes qui nous restent de course. Donc 4 courses sprint de 20 minutes. Alors il faut savoir que dans ce championnat midget on a donc des courses sprint et pourtant Amaury on peut rouler à deux sur la même voiture. Ça paraît un peu surréaliste ou en tout cas ça peut nous paraître surprenant disons dans un premier temps et pourtant il y a bien un moyen de limiter les coûts notamment en partageant donc, le volant. Et oui, en fait ce qui est particulier c'est qu'il y a bien 2 pilotes par voiture mais pour le coup ils ne partagent pas les courses. Donc il y a 4 courses au total sur le week-end et 2 courses du coup par pilote si la voiture est partagée entre 2 pilotes. Ce qui permet en effet de réduire considérablement les coûts et on voit qu'en Italie ça marche plutôt bien parce qu'il y a beaucoup de pilotes qui partagent la voiture et du coup ça leur permet d'arriver à des budgets qui restent des budgets sport auto mais bien plus accessibles par rapport à ce qu'on peut pratiquer en kart par exemple et du coup ça permet vraiment de créer un bel accès pour ces pilotes en midget et du coup voilà tout est partagé en deux donc ils ont chacun une séance d'essai libre, chacun une qualif et chacun 2 courses donc ça reste en fait finalement un bon week-end mais bon on a quand même pas mal de pilotes gourmands qui aiment bien garder les 4 courses pour eux et ça c'est plutôt chouette. Qui prennent un maximum, oui. Et dans la répartition des points, on prend donc la moyenne de la course 1 et de la course 3 disputée par le pilote 1 et la moyenne de la course 2 et de la course 4 disputée. Exactement, donc ça c'est une bonne chose, même si le pilote sportivement évidemment roule un petit peu moins et donc en effet on va dire peut s'entraîner un peu moins que les autres, piste, mais en soi s'il est performant, il peut se battre au championnat face à des pilotes qui font les 4 courses. Donc, je crois me souvenir de Pau Village Cavicius qui à l'époque partageait le volant et jouait la couronne il y a 2-3 ans si je ne me trompe pas. Donc effectivement c'est l'un des intérêts évidemment de ce type de formule où on peut partager les coûts. C'est ça, et du coup comme ils partagent vraiment toutes les séances, un pilote n'a pas d'incidence sportive sur l'autre. Du coup il peut y avoir 2 pilotes qui sont vraiment très loin sportivement, qui ont beaucoup de différences. Avec un grand écart, vous voulez dire, entre un top et un débutant. Le pilote quoi qu'il arrive aura sa qualif et aura ces 2 courses qui ne seront pas influencées par ce qu'a fait l'autre pilote. Donc ça permet vraiment du coup on peut avoir un gentleman et un pilote très vite. Le pilote très vite pourra performer comme le gentleman pourra performer dans sa catégorie. Donc ça c'est plutôt pas mal. Oui, ce qui veut dire aussi qu'on peut imaginer faire du coaching. On a des systèmes d'acquisition de données, d'analyse de caméras et de pilotage. Je suis bien placé pour le savoir, Amaury, pour l'avoir déjà vécu une fois, qui permettent de progresser. Ça veut dire aussi qu'on peut imaginer effectivement avoir un pilote qui fait du coaching pour son équipier en fait sur ce type de voiture. C'est une voiture qui est beaucoup utilisée pour le coaching parce qu'on peut mettre 2 sièges aussi dedans. Ouais, ça c'est un des grands avantages, c'est qu'une voiture, alors en termes de coût de roulage, de coût d'exploitation, elle est très basse et en plus, comme tu le dis, il y a 2 sièges dedans. Donc pour vraiment les vrais débutants, même le coach peut monter à côté du pilote dans la voiture et ça permet de on va dire solutionner tous les premiers problèmes qu'il pourrait y avoir en tant que pilote et après la voiture, il y a des acquisitions de données, il y a la vidéo embarquée, donc on n'est pas en manque de données pour comparer, pour progresser après les séances, ce qui est plutôt pas mal. On espère pouvoir relancer d'ici quelques instants. On a vu les commissaires et ça nous permet de les saluer. On avait Jean-François Mamert du circuit Paul Ricard qui est avec nous d'ailleurs ce matin durant la séance du Fanatec GT World Challenge Europe pour parler des commissaires, du recrutement de commissaires. On sait que la Fédération française du sport automobile d'ailleurs a lancé une opération recrutement. Si vous êtes ici sur le circuit que vous vous dites tiens, je voudrais devenir acteur moi dans le sport auto, vous pouvez le faire avec tous les renseignements peuvent être trouvés sur le site de la FFSA ou sur le site je pense du circuit Paul Ricard. En tout cas, vous pouvez prendre contact. Donc merci aux commissaires qui ont libéré et qui sont en train de libérer. Alors on n'a pas encore eu la confirmation officielle que le safety car rentrera à la fin de ce tour. Peut-être on va avoir besoin d'un tour supplémentaire. Il reste 11 minutes 23. Romain Damiani est en tête devant Alberto Nasca. Et en 3e position, Davide Gaglianesi, donc, qui avait repris le meilleur sur Gabriele Torelli, semble-t-il. Après
Oui, effectivement, on voit la voiture bleue et rouge là, qui était repassée devant Gabriele Torelli. C'était juste avant l'apparition donc de la voiture de sécurité. Et puis on a derrière sur la numéro 53. Alors peut-être on peut en parler aussi parce que Guy Genesi est leader dans sa catégorie. On a plusieurs catégories. Leader des gentlemen. Gentlemen, c'est quoi? Ça dépend de l'âge, ça dépend de quoi en fait, Amaury? Ça dépend de l'âge, généralement c'est plus de 40 ans ou les pilotes qui n'ont vraiment pas d'expérience, mais voilà, ça permet à ces pilotes qui n'ont pas eu la chance de commencer très jeunes dès le karting, dès la monoplace, à pouvoir toujours avoir leur classification et pouvoir se battre pour un podium à la fin. Donc c'est quelque chose qui est vraiment maintenant dans tous les championnats, donc c'est bien pour eux. Oui, c'est très bien. Et puis vous parliez du grand écart que l'on peut avoir entre des débutants, où on a aussi une catégorie junior, donc à partir de 15 ans. En Italie, hein, je ne sais pas exactement en France, mais en Italie, c'est à partir de 15 ans, vous pouvez donc être pilote. 21 ans, donc c'est 15-21 pour les juniors, plus de 40 pour les gentlemen, 40-54 pour être tout à fait précis, parce qu'on a même une catégorie senior. Ça, c'est pour nous, Amaury, mais on a encore quelques années pour y arriver. C'est pour les plus de 55 ans, on peut encore s'entraîner un peu. Oui. Mais il y en a qui peuvent vraiment rouler. Nous, moi, j'ai le bon exemple dans mon équipe. On a Yvan Dupuis qui roule chez nous en midget France et il a plus de 75 ans. Donc en fait, on peut toujours s'amuser au volant d'une midget pour les plus de 75 ans. Et il se bat pour son podium et sa victoire à chaque course. Donc j'ai encore 50 ans devant moi pour m'entraîner en midget et gagner. Et vous avez dit quel âge exactement? J'ai pas bien enregistré. Il a 75 ans. 75, c'est fantastique. Fantastique, effectivement. Superbe. Et de pouvoir surtout vivre de sa passion, parce qu'on parle souvent de sport automobile. Et j'ai la chance de commenter certains des plus beaux championnats dans le Fanatec GT, puisqu'on se produit ici, qui est un championnat hyper professionnel. On parle souvent du côté pro, évidemment, des enjeux pour les constructeurs, des enjeux pour les pilotes qui font carrière. On oublie parfois de rappeler à quel point le sport automobile, c'est aussi un hobby pour beaucoup de gens, et cette midget, c'est un peu ce public-là aussi qu'elle vise, avec des coûts qui restent, alors évidemment ça continue à représenter de l'argent, mais plus maîtrisé effectivement, avec des coûts qui restent plus raisonnables. Et le safety car va rentrer à la fin de ce tour, ça c'est une bonne nouvelle, on va pouvoir reprendre le rythme de course. Clairement c'est un hobby pour une bonne partie du plateau ici. On peut parler avant tout de pilote amateur en midget, enfin amateur dans le sens le plus noble du terme. Exactement, en fait, amateur dans le sens où la majorité de ces pilotes en fait ont un métier à côté et rentrent le dimanche après les courses chez eux pour être au boulot le lundi matin. Donc c'est vrai qu'il y a cette partie-là, mais ça n'empêche que je connais beaucoup de pilotes qui ont un métier à côté, qui font ça de manière très professionnelle, parce que voilà, comme tout, à un moment quand on aime quelque chose, on s'y donne à fond et donc voilà. Mais en effet, la majorité ont leur vie perso et professionnelle à côté en semaine, mais on a quand même des pilotes qui n'ont rien à envier à certains pilotes pro, donc ça c'est un chouette à voir. Et dans quelques instants, la voiture de sécurité va pouvoir éteindre ses feux et on lancera donc cette épreuve. Enfin, on relancera très exactement cette épreuve. Il restera 8 minutes d'un sprint. On espère quand même qu'ils seront un peu plus sages sur les autres courses. Nos amis, notamment de la Midget Italia, ils étaient un petit peu chauds ici. Alors, où est-ce qu'elle va éteindre ses feux? Normalement, la voiture de sécurité, je pensais que ça devrait déjà être fait, non? En général, c'est à la fin du secteur 2 qui se trouve après la ligne droite du Mistral. Alors, safety car qui se lap, est-ce que l'on confirme? Voilà, c'est fait. Voilà, maintenant, à l'instant, les feux sont éteints. À partir de maintenant, ça veut dire que c'est Romain Damiani, décidément. C'est Romain Damiani qui va donner... Salut Manu, on l'aura comme consultant d'ailleurs, je pense, pour la course 2. Salut Manu, pardon, j'anticipe. C'est Romain Damiani qui doit donner le rythme maintenant. C'est lui qui est chargé de la relance. Ouais, d'autant plus important en midget parce que l'aspiration joue un grand rôle. Et ces voitures, comme elles sont dépourvues d'aéro, c'est très simple. Enfin, c'est beaucoup plus simple à suivre les voitures de près. Donc les relances sont d'autant plus importantes, surtout sur un circuit rapide comme le Paul Ricard. Donc il va falloir que Romain il fasse ça bien, s'il veut pas être inquiété. Il relance juste avant le dernier virage, donc c'est pas trop mal. Allez, c'est reparti, effectivement. Il nous reste 7 minutes avant le drapeau à damier. 7 minutes d'un sprint intense, certainement avec Romain Damiani qui emmène Alberto Nasca, Davide Gaglianesi, Gabriele Torelli qui est à la 4e position, 5e place pour Giacomo Pedrini. C'est la numéro 53. Et puis on retrouve derrière avec la 115 Alessandro Ferloni sur la voiture de l'équipe DC Racing. Lui aussi, la lutte est effectivement relancée là.
Nasca, Gaglianesi et Torelli, roue dans roue, les 3 pilotes italiens qui ont dû laisser s'échapper un peu Romain Damiani là, qui a directement pu. Ça c'est important l'écart qu'il vient de faire. Ah c'est vraiment non négligeable. Amaury parce que c'est juste avant la ligne droite en fait. Exactement, ça va lui permettre de logiquement je pense passer la ligne droite sans trop de difficultés. Il offrira moins à son aspiration Exactement. en tout cas évidemment à ceux qui sont devant. Plus vous êtes proche de la voiture de devant, plus vous avez le phénomène de l'aspiration évidemment qui rentre en ligne de compte. Les chronos à attendre, on n'a pas eu l'occasion d'en reparler ici, mais on était en 2,25 283 pour Romain Damiani lors des essais qualificatifs. La grosse différence entre le rythme de qualif et de course? Il n'y en a pas trop finalement, c'est les voitures qui comme je disais, dégradent pas trop les pneus. On fait 2 meetings avec le même train de pneus, donc ça en fait... Pour limiter les coûts de nouveau. Exactement, donc ça permet d'avoir des temps qui sont même parfois plus rapides en course qu'en qualif, donc il n'y a pas spécialement de jus du pneu, il y en a un petit, mais c'est vraiment négligeable. Donc non, en fait, on va retrouver des temps qui devraient être très proches de ceux de la qualif. Pourquoi pas même un peu plus vite de 25 et des soucis malheureusement pour la 34 de Francesco Malvestiti qu'on avait déjà vu en difficulté lors du premier tour suite à une touchette dans la descente vers le virage du pont. Et Romain Damiani qui a vu revenir quand même malgré tout Alberto Nasca, Davide Gaglianesi et Gabriele Torelli derrière lui. Il avait un peu plus d'avance avant la ligne droite. Ah, même s'il est loin, l'aspiration marche quand même un petit peu. Ça marche quand même, oui, même quand on n'est pas juste derrière. Ce qui lui permet néanmoins de se mettre à l'abri. Est-ce qu'il va pouvoir s'échapper? La chance, je pense, de Romain Damiani pour le moment, c'est qu'Alberto Nasca est en train de fermer les portes en fait, au lieu de prendre la trajectoire idéale. Et cette bagarre-là derrière, elle pourrait peut-être permettre à Romain, vice-champion d'Italie l'an dernier, en tout cas de la Midget Italia l'an dernier, Romain Damiani. Il avait d'ailleurs remporté 6 victoires au total sur la saison. Sur les 5 rendez-vous, donc 5 x 4 courses, ça fait 20 courses. Il en avait remporté 6. C'est Jérémy Tournissou qui avait été champion, donc les Français qui avaient dominé le championnat Midget Italia. Jérémy Tournissou qui avait même fait le doublé Midget Italia et Midget Nord-Europe. Gabriele Torelli est repassé devant Davide Gaglianesi. Fallait le dire, je ne l'avais pas vu, j'étais pas attentif. J'étais dans mes notes. Et on voit que quand même c'est vraiment très compact, hein. L'aspiration permet à vraiment toutes les voitures de maintenir, être à la queue leu tous ensemble. Donc ouais, les voitures comme elles peuvent rouler vraiment proches, en fait on a vraiment de la bagarre à tous les niveaux et c'est ce qui est sympa. Torelli qui passe là à la deuxième place, il prend le meilleur sur Alberto Nasca, Gabriele Torelli. Superbe manœuvre de dépassement dans la descente ici. Voilà. Ils sont bien nos Italiens. On connaît un qui est content devant, il les voit se bagarrer et il n'y a plus qu'à se concentrer. Romain Damiani, lui, il peut juste effectivement se contenter d'aligner les tours et l'écart va grandir assez rapidement à ce rythme-là. Gabriele Torelli qui a perdu sur le premier secteur 2 dixièmes par rapport à Romain Damiani. Regardez, on a l'impression d'avoir une course de moto où on zigzague quelque peu pour ne pas offrir son inspiration à l'adversaire. Tant qu'il continue à se battre derrière, Romain Damiani va s'échapper évidemment en tête de la course. Et derrière, Alberto Nasca qui a dû laisser passer Gabriele Torelli et qui va même devoir surveiller maintenant Davide Gaglianesi, le meilleur des gentlemen, qui est juste derrière lui. Et puis on a Pedrini, qui est donc le numéro 53, Giacomo Pedrini, et derrière lui sur la numéro 115 c'est Alessandro Ferloni sur la voiture du DC Racing très colorée en jaune fluo. Alessandro Ferloni donc sur la numéro 115, Jordi Lambrughi et la numéro 86 et il fait l'extérieur. Bam, allez. Il a été cherché, il a survécu ceci dit. Ouais. On a Jordi Lambrughi qui est derrière, qui est, si je ne me trompe pas, avec l'une des midgets au look Alfa Romeo, c'est ça? Parce qu'en fait on a, c'est important de signaler, vous pouvez vous dire tiens toutes les voitures ne sont pas identiques. Elles sont identiques sauf certains éléments de la carrosserie, c'est ça? Exactement, le capot, on peut choisir, il y a certains accords là que ça se touche là, c'est du close racing comme on dit. Mais on peut choisir voilà, la carrosserie qui nous permet, donc ça permet au pilote d'avoir, pourquoi pas, mettre un capot Mercedes et aller chercher un petit partenaire avec une concession Mercedes. Ça permet de donner un petit peu de visibilité et de possibilité aux pilotes de financer leur saison. Ouais, et là on a un capot Alpha en l'occurrence pour Jordi Lambrughi sur la numéro 86 qui est à l'intérieur là dans le virage du pont qui passe. Oui, c'est chaud de ce côté-là. On termine avec Romain Damiani, ce qui était le 6e tour. L'écart, 1 seconde 977. Romain Damiani qui vient de s'offrir le meilleur tour en course en 2,26.1 et qui s'échappe par rapport à Gabriele Torelli, Alberto Nasca en 3e position, Davide Gaglianesi qui est 4e, qui est le meilleur des gentlemen. On a ensuite sur la numéro 115 Alessandro Ferloni qui est donc en 5e position. Et là la lutte 25-67, c'est la lutte entre Forenzi qui vient de passer devant Schileo. Forenzi Giuseppe de son prénom. Et
ça se bataille de tous les côtés pour le moment. Ils ont Jordi fait un tour à Lambrugui, on côté, est revenu ouais. chez lui là avec la numéro 86, Luke Alpha. Il avait terminé 5e du championnat l'an dernier. Jordi Lambrugui, et qui est donc passé devant la 13 de Simone Monforte. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Monforte est aussi un village en Sicile. Je ne savais pas. Belle histoire. Alors que ça va se bagarrer, je pense, encore pour le top 3. Je pense que Jeanne Gianozzi, il n'est pas satisfait de sa première place gentleman et il se rapproche de Nasca pour la 3e place du podium. Donc, Ouais, attention à le surveiller, il a pas mal d'expérience. Davide Gaglianesi qui avait terminé 9e du championnat l'an dernier, mais qui nous avait montré quelques belles performances. Après, le tout, c'est parfois, et c'est peut-être là où le bas blesse parfois, c'est de trouver la régularité aussi. là, je suis un peu chauvin, on a 2 de nos Français qui se bagarrent ensemble avec Xavier Bourlard et Thomas Lenné. Donc, Xavier Bourlard, est-ce qu'il n'est pas belge, lui? Ah oui, enfin, chauvin dans le sens où il roule en France également, mais Xavier en effet est belge, mais c'est notre compatriote, Thomas. Xavier Bourlard, effectivement, qui avait été champion gentleman en Midget Nord-Europe l'an dernier d'ailleurs, et qui avait gagné aussi une course à Monza dans la Midget Italia en 2023. Xavier Bourlard numéro 69 et Thomas Lehn sur la 64 qui vient de se faire déborder là. Thomas Lehn par la numéro 3 d'Alessandro Girotti. C'est peut-être pas fini, non, il est passé Alessandro Girotti avec la voiture au look Audi, celle-là. Dans le style en tout cas, plutôt Mercedes, on est d'accord pour la 64. Ça Exactement. ressemble effectivement plus à une SLS comme celle d'ailleurs de Romain Damiani. GT Drive Racing. Qui remporte. Et on est dans le dernier tour. C'est terminé. Déjà, drapeau à Damier. Romain Damiani qui aura parfaitement profité de sa pole position et de la bagarre derrière entre ses adversaires pour aller enlever cette première victoire, première course, première victoire donc pour Romain Damiani. Derrière lui, ça a été particulièrement chaud et c'est Gabriele Torelli qui va prendre la 2e position. On aura 4 courses au total. Alberto Nasca est donc 3e. Il montera lui aussi sur le podium. 4e place pour Davide Gaglianesi qui va s'imposer dans le classement des gentlemen. C'est sa première année en tant que gentleman. Donc je pense qu'il vient d'avoir 40 ans en fait. Davide Gaglianesi. L'an dernier, il n'était pas gentleman. Alessandro Ferloni prendra la 5e position. 6e place pour le numéro 53, c'est-à-dire Giacomo Pedrini. Et une course qui aurait été relativement courte. Du coup, Amaury, il va falloir vous faire revenir hein, parce que vous n'en avez pas eu pour votre argent. Là, il va falloir en refaire une quand même. Finalement, c'est des sprints qui passent vite. Donc Ça passe très très vite effectivement, hein, ce type de sprint de 20 minutes. Quand on est dans la voiture aussi, j'imagine c'est de l'adrénaline à l'état pur. Hein. Exactement, ouais. Enfin, en fait, on n'a pas trop de marge d'erreur, donc c'est toujours à 100%, 20 minutes, ça passe très vite. Alors après, quand il n'y a pas de safety car dans la voiture, ça peut paraître long, hein, quand on a la pression derrière, mais là, en effet, là, comme ça se bagarre, et malheureusement, on a eu ce petit safety car et des voitures qui étaient mal positionnées, qui nous ont fait perdre un bon 50% de la course quasi, donc écoutez, ça va. On a encore 3 courses dans le week-end, donc on devrait avoir de belles bagarres. Voilà le classement. En attendant, Romain Damiani vainqueur donc devant Gabriele Torelli, Alberto Nasca, Davide Gaglianesi et puis derrière c'est la numéro 104 et donc Alessandro Ferloni qui complète le top 5 du côté des classes gentlemen. Davide Gaglianesi s'impose. Pedrini qui était donc lui engagé sur la voiture de l'équipe GT Talent, la numéro 53 et le premier des juniors, les pilotes de moins de 21 ans et le premier senior si je ne me trompe pas, et donc Filippo non, il est junior aussi, Tornaghi. Alors dans les couleurs, vous allez peut-être en m'aider, mais apparemment on avait la même couleur pour le junior et le senior. Malheureusement, compétences Oui, non. Italie, ça arrête là. Du côté des seniors, normalement, ce sont les chiffres rouges, je pense. Et si ce n'est pas le cas, il nous corrigera. Mais je pense que c'est Jean-Marc Bourgino qui s'impose dans les seniors, donc les pilotes de plus de 55 ans. Bravo à lui. On a eu malheureusement quelques abandons dans ce peloton. 29 voitures effectivement étaient au départ. Merci à nos amis les commissaires de piste pour cette première course. On reverra encore évidemment les midgets un peu plus tard puisqu'on aura une course 2 aujourd'hui en fin de journée. 18h pour le départ. On sera en direct à partir de 17h55 et c'est Manu Damiani, le papa de Romain, vainqueur donc de cette première course, qui nous rejoindra. Bon, on peut peut-être encore, je ne sais pas si on va aller jusqu'au podium, mais Amaury, parler de cette compétition midget de la
la philosophie midget. On l'a évoqué un peu en évoquant les performances des uns et des autres, mais en fait, il n'y a pas qu'un championnat, il n'y a pas que l'Italie, il n'y a pas que la France, il y a le Nord-Europe. Ce sont vraiment 3 championnats, on peut dire 3 championnats cousins. Exactement, ouais. Donc ces 3 championnats, ça permet à un propriétaire de midget d'avoir quand même pas mal d'opportunités pour rouler en compétition avec sa voiture. On a ce championnat français, français, italien, ici où nous sommes présents, et le Nord-Europe. Donc on va avoir certaines manches communes, hein. Donc on va avoir une manche, en l'occurrence, il y aura les 3 championnats qui seront réunis, donc ça va être vraiment sympa parce qu'on va retrouver un peu toutes les voitures qui se trouvent en Europe sur une même course. On devrait avoir une belle grille. Mais voilà, c'est vraiment sympa dans le sens où chaque propriétaire, partout où il va se trouver en Europe, peut trouver des compétitions qui sont pas trop loin de chez lui. Et du coup, ça reste un produit plutôt agréable et plutôt intéressant, que ce soit pour une équipe de course comme un pilote. Alors que là, on voit Romain qui parle justement avec son papa Manu après sa victoire. Avec cette équipe GT Drive qui est basée ici dans la région du circuit Paul Ricard. Ils sont à Signes, donc ils sont pas très loin au vol d'oiseau. Je pense qu'ils ont quand même monté une tente et qu'ils révisent pas dans leur atelier, mais ils pourraient peut-être le faire. Voilà, Romain Damiani, vainqueur donc de cette première course. Salut, bravo Romain pour ce succès indiscutable. Bon, j'ai quand même envie de dire que nos amis italiens l'ont un peu aidé. Derrière lui, les Italiens un peu chauds auraient peut-être dû un peu moins se bagarrer, se concentrer sur lui, mais je pense que c'est un peu dans leur nature de vouloir se bagarrer avant tout. Alors après, je sais pas si Romain va faire tout le championnat italien, parce qu'après, si c'est pas le cas, les Italiens se concentrent peut-être que sur ceux qui font sur eux-mêmes, je dirais, pour le championnat. Il avait terminé deuxième. Il avait terminé deuxième l'an dernier de cette compétition. Derrière Jérémy Tournisso, on avait eu 2 Français donc aux 2 premières places de la compétition Midget Italia 2023. Et le premier Italien était Alessandro Girotti. Donc là, les 2 premières courses du week-end qui vont être, comme on disait, basées sur le résultat de la qualif. Donc de la qualif 1 et de la qualif 2, que ce soit un pilote seul ou à 2. Et ensuite, demain, on aura des courses qui seront, malgré qu'elles soient déjà assez mouvementées, mais elles devraient l'être encore un peu plus, vu qu'on aura grille inversée. Ah oui, on n'en a pas parlé, ça. C'est bien, Amaury, j'avais presque oublié. Grille inversée qui dépend de quoi? Du résultat de la course ou de la qualif? Du résultat de la course. D'accord. Donc ça veut dire en fait qu'en terminant ici à la 10e position, le numéro 67 qui est Nicolas Schileo partira demain en pôle. Exactement. Donc on va retrouver 2 gentlemen en pôle et Romain qui partira à 10 avec l'ambition de remonter. Oui, là, il ne pourra pas se contenter de s'échapper en tête et s'il valait s'imposer, Romain Damiani, il devra effectivement le faire en dépassant sur la piste. Le spectacle devrait effectivement être à la hauteur aussi. D'ailleurs, je sens, Amaury, que vous avez déjà postulé pour revenir avec nous et vous êtes le bienvenu si vous le désirez demain, bien sûr. On revoit les meilleurs moments de cette course avec le départ impeccable de Romain Damiani en pole position. Alberto Nasca à ses côtés parvient à conserver la 2e position. Derrière, c'est chaud entre Gabriele Torelli et Davide Gaglianesi qui vont passer côte à côte tout le S de la verrerie. Dans un premier temps, c'est Gabriele Torelli qui avait pris l'avantage. Ça s'est bousculé derrière, une touchette qui va notamment provoquer l'abandon de Francesco Malvestiti sur la numéro 134, mais surtout celui-ci avec les voitures de l'équipe d'essai, qui ont été, deux voitures en tout cas qui ont dû rester sur le carreau. Une neutralisation d'une dizaine de minutes et puis lors de la relance, Romain Damiani qui parvient directement à reprendre ses distances par rapport à ses poursuivants, Alberto Nasca, Gabriele Torelli et Davide Gaglianesi. Gabriele Torelli qui vient s'emparer ici de la 2e position devant Alberto Nasca, Davide Gaglianesi qui surveille tout cela à distance. Le phénomène de l'aspiration est là qui n'aura pas survécu longtemps du côté du virage de l'hôtel. Derrière, c'était chaud à plusieurs reprises, notamment du côté de la courbe de Signes. C'est ça aussi la midget au cœur du peloton avec une bagarre intense. Tous les pilotes disposent exactement de la même voiture. On vous le rappelle, châssis tubulaire, moteur 2 litres de 230 chevaux, un poids qui est de moins de 900 kg pilote compris, donc poids plume, boîte de vitesse séquentielle avec palette au volant, pont arrière rigide, on n'en a pas parlé, mais c'est comme un karting aussi. Exactement, ce qui explique pourquoi, un gros kart, mais qui explique pourquoi ces voitures glissent autant. Et voici donc le vainqueur, Romain Damiani, vainqueur à domicile, pas seulement parce qu'il est français, mais parce que l'équipe familiale GT Drive est basée ici à Signes, à 2 pas du circuit Paul Ricard. Et c'est une victoire incontestable pour Romain Damiani. Pôle
victoire. Qu'en sera-t-il pour la suite? On se retrouvera évidemment pour la course 2 où on aura un autre poleman Amaury dans le cadre de cette deuxième confrontation. C'est un pilote italien, alors je me souviens plus de son Oui, prénom. je suis en train, pour être tout à fait honnête. Zut. C'était pas Torelli? Ou c'est malgré tout Ah non, je pense que Non, c'était le nouveau Romain Damiani Ouais. qui avait signé la pole en toute fin, pardon, qui avait été devancé dans un moment pendant la séance par Nasca, et puis Tu nous excuseras, Romain. Pardon? Je dis Romain, tu nous excuseras. Oui. Il y a eu des chronos, il faut dire, qui ont été... Oui, voilà, il y non, a non. des En chronos fait, qui ont Gabriel sauté, en Torelli avait signé, voilà. On ne s'était pas tout à fait trompé. Gabriel Torelli avait signé la pole et il a eu une annulation de tous ses C'est ça. chronos Ah oui. en qualif. Je vous donne une mission à Maurice, savoir pourquoi on avait supprimé. J'ai une petite idée, ceci dit, parce qu'elle est limite de la piste Je ici pense en qu'ici, général. on peut amplement et puis midget en Ouais. abuser. C'est Voilà, pas trop un donc problème. voilà, je pense que c'était ça. Vous allez nous le confirmer peut-être pour la course 2, mais c'est bien Gabriel Torelli, comme je le pensais, qui avait signé Qui est en piste, ouais, c'est vrai. la pole dans un premier temps sur la piste avant de voir son chrono annulé. Respect des limites de la piste, forcément, c'est pas simple ici à le circuit Paul Ricard où il y a pas mal de dégagements. On peut évidemment avoir envie d'y aller dans ces dégagements. Les pilotes resteront toujours des pilotes, hein, donc dès qu'il y a un peu de piste à aller chercher, un peu de perfo à trouver, bah, on est tous nés pour essayer de chercher ses limites et les dépasser. Donc automatiquement, ici c'est tentant, mais bon après c'est la même règle pour tout le monde, il faut réussir à les respecter et voilà, tout simplement. Ouais, il faut souligner d'ailleurs des systèmes mis en place de plus en plus, et notamment par l'organisateur SR Motorsports Group de ce meeting d'ouverture avec des caméras notamment qui permettent d'analyser justement le passage des voitures et d'avoir des systèmes très pratiques pour vérifier et contrôler. Très poussé, Les très limites de la automatisé, qui est plutôt impressionnant, quoi. Vous l'avez Comme vu des- le ouais. système fonctionner? Oui, Prendre hein. des photos bien placées sur chaque sortie ou entrée ou virage, endroit susceptible de couper, et en fait automatiquement ça prend une photo et la moindre équipe qui pourrait réclamer le track limit, bah en fait il n'y a pas de choix, ils ne peuvent pas trop discuter. Merci Amaury, en tout cas malheureusement je pense qu'on n'est pas prêt pour le podium donc on ne pourra pas y aller, mais merci d'avoir été avec nous. On se retrouve tout à l'heure pour la course 2 de cette midget. À tout à l'heure. Merci Thomas, bonne journée.